Imaginez un monde rempli de musique qui parle de paix, d'amour et d'aspiration à la liberté. C'est le monde qu'évoque la musique de John Lennon. Mais sous la surface du musicien légendaire se cachait une âme complexe et souvent troublée. Qui était John Lennon? L'homme derrière la musique? Quels traumatismes de l'enfance ont façonné sa vie et alimenté sa passion pour le changement? Pourquoi s'est-il opposé à Paul McCartney, un autre membre des Beatles? Et comment a-t-il trouvé l'amour et l'inspiration auprès de Yoko Ono? De ses humbles débuts à Liverpool au sommet de la célébrité mondiale, nous explorons les triomphes et les tragédies, l'amour et la perte qui ont façonné l'extraordinaire parcours de John Lennon. En pleine Seconde Guerre mondiale, le 9 octobre 1940, un garçon nommé John Winston Ono, Lennon, naît à Liverpool, en Angleterre. Sa famille n'est pas riche. C'étaient des gens ordinaires qui essayaient de joindre les deux bouts dans une période difficile. Le père de John, Alfred, travaille sur des navires et passe beaucoup de temps loin de la maison. Il envoyait de l'argent à John et à sa mère, Julia. Mais un jour, l'argent a cessé d'arriver. Alfred avait disparu. 6 mois plus tard, il est revenu et a voulu s'occuper de sa famille. Les parents de John étaient occupés avec leurs enfants. Les parents de John étaient occupés par leur propre vie et n'avaient pas beaucoup de temps à lui consacrer. La tante de John, Mimi Smith, s'inquiétait pour lui. Elle a même appelé les services sociaux à 2 reprises parce qu'elle pensait qu'il ne recevait pas les soins dont il avait besoin. Finalement, John est allé vivre chez sa tante Mimi, qui s'est bien occupée de lui. Mais sa mère et son père lui manquaient toujours beaucoup. Même lorsqu'il était enfant, John était difficile à gérer. Il a été renvoyé de l'école maternelle à l'âge de 5 mois parce qu'il se mettait toujours dans le pétrin et se comportait mal. Il était clair que le petit John avait une grande personnalité et beaucoup d'énergie, mais il avait aussi besoin d'être guidé et aimé. Au cours de l'été 1946, Alfred, le père de John, est revenu dans sa vie pour une courte période. Il a emmené John en voyage à Blackpool, une ville balnéaire d'Angleterre. Mais il avait un plan secret pour emmener John en Nouvelle-Zélande et commencer une nouvelle vie sans Julia. Mais Julia l'a découvert et les a suivis à Blackpool avec son nouveau petit ami, Bobby Dykens. Une violente dispute s'ensuivit et Alfred obligea John, âgé de 5 ans, à choisir entre son père et sa mère. C'était une situation très difficile pour un jeune enfant. Selon certains récits, John aurait d'abord choisi son père avant de se mettre à pleurer et de suivre sa mère lorsqu'elle est partie. Mais d'autres personnes présentes sur place affirment que cette histoire a été exagérée. Quoi qu'il en soit, c'est la dernière fois que John a vu son père pendant 20 ans. John a passé la plus grande partie de son enfance chez sa tante Mimi et son mari George. Il vivait dans un endroit appelé Woolton et, bien qu'il n'ait pas d'enfant, il s'occupait très bien de John. Sa tante lui achetait beaucoup de livres et son oncle faisait des mots croisés avec lui. Une fois, son oncle lui a même acheté un harmonica, qui a été le premier instrument de musique de John. Bien que John vive avec sa tante, il voit encore beaucoup sa mère. Elle lui rendait visite et lui faisait écouter des disques d'Elvis Presley. Elle lui apprend même à jouer du banjo et lui enseigne une grande chanson de Fats Domino intitulée Ain't That a Shame. La musique commençait à occuper une place importante dans la vie de John, et il apprenait auprès de la meilleure, sa mère. En grandissant, John va à l'église et fréquente l'école primaire de Dovedale. Il est intelligent et obtient de bonnes notes à un examen spécial, ce qui lui permet d'aller dans une école secondaire plus stricte, Quarrybank. Mais John n'aimait pas beaucoup les règles et les restrictions de l'école. C'était un esprit libre qui aimait s'amuser. Les personnes qui ont connu John à l'école se souviennent de lui comme d'un garçon plein de vie et aimant s'amuser. Il était toujours en train de plaisanter et de faire rire les gens. Au lieu d'être attentif en classe, il faisait des dessins amusants de ses professeurs et de ses camarades de classe pour le magazine de l'école. Il aimait aussi écrire des histoires et des poèmes ridicules. Pendant son temps libre, John rendait visite à son cousin Stanley à Fleetwood. Ils allaient ensemble au cinéma et, pendant les vacances scolaires, se rendaient même à Blackpool pour voir des spectacles au Tower Circus. John aimait particulièrement un artiste appelé George Formby. En 1956, Julia, la mère de John, l'aide à acheter sa première guitare. C'était une simple guitare acoustique, pas trop chère,
et elle lui a même prêté l'argent pour l'acheter. Mais il y avait un hic. La guitare devait être livrée chez elle, et non chez Mimi. Julia savait que sa sœur n'avait pas beaucoup de maisons. Julia savait que sa sœur ne voyait pas d'un bon œil les rêves musicaux de John. Mimi n'aimait pas trop la guitare non plus. Elle ne pensait pas que John deviendrait un jour célèbre et s'attendait à ce qu'il se lasse rapidement de la musique. Elle lui disait souvent « La guitare, c'est très bien, John, mais tu ne gagneras jamais ta vie avec ça. » En 1950, l'oncle de John, George, est décédé, ce qui a été un moment triste pour lui. Mais une tragédie encore plus grande s'abat sur lui en 1948, lorsque sa mère, Julia, est renversée par une voiture et tuée. Ce fut un choc terrible pour John, qui devint très en colère et bouleversé. Pendant les 2 années qui suivent, John boit beaucoup et se bat. Il était plein de rage et ne parvenait pas à contrôler ses émotions. La douleur de la perte de sa mère est restée longtemps en lui et l'a inspiré pour écrire l'une des chansons les plus célèbres des Beatles, Julia. Le comportement de John à l'école a empiré après la mort de sa mère. Ses professeurs pensent qu'il perd son temps et qu'il ne fait pas assez d'efforts. Ils disaient qu'il avait trop d'ambitions mal placées et qu'il n'utilisait pas ses capacités. Le comportement rebelle de John a provoqué une rupture entre lui et sa tante Mimi. Il ne réussissait pas bien à l'école et ne voulait pas travailler. Mimi a dû parler au directeur du Liverpool College of Art pour qu'il soit admis. Au collège, John a commencé à s'habiller comme un nounours, une sorte de style rebelle à l'époque. Mais même là, son comportement pose problème et il est presque renvoyé. John a admis plus tard qu'il faisait semblant d'être un dur. Il idolâtrait des types comme Marlon Brando et Elvis Presley, mais il n'était pas vraiment un dur. C'était juste un gars normal qui essayait d'être cool. Il disait qu'il avait dû travailler dur pour laisser tomber les faux semblants et être lui-même. Mais il lui arrivait de revenir à cette attitude de garçon des rues lorsqu'il ne se sentait pas sûr de lui. John s'attirait même des ennuis à cause de son apparence. Les gens pensaient qu'il était un fauteur de troubles, même s'il ne l'était pas toujours. Il se sentait obligé de se montrer dur pour se protéger. Il n'est pas sûr de son avenir, mais une chose l'intéresse et lui donne une direction, la musique. La guitare que sa mère lui avait achetée a éveillé en lui une passion qui allait changer sa vie à jamais. À Quincy, la passion de John pour la musique l'a amené à former un groupe appelé The Quarrymen. Ils l'ont baptisé du nom de leur lycée, Quarrybank, et ont commencé à jouer un mélange de skiffle et de rock and roll. Le skiffle était un type de musique folklorique populaire à l'époque, souvent joué sur des instruments de fabrication artisanale. Les Quarrymen étaient pleins d'énergie et aimaient se produire. Au cours de l'été 1997, ils ont joué lors d'une grande fête à l'église Saint. Ils ont joué de leurs instruments à l'arrière d'un camion lors d'un défilé, puis sur scène. Ce n'était que leur 2e concert, mais il allait tout changer. C'est lors de ce concert que John a rencontré Paul McCartney pour la première fois. Paul est impressionné par le jeu de guitare et le chant de John et, peu après, John l'invite à rejoindre le groupe. C'est le début d'une belle collaboration musicale. Ensemble, ils écriront certaines des chansons les plus emblématiques de l'histoire, signant leur travail sous le nom de Lennon-McCartney. Des années plus tard, l'équipe d'auteurs-compositeurs de Lennon et McCartney sera saluée comme l'une des plus grandes de l'histoire. Mais à l'époque, ils n'étaient que 2 jeunes hommes qui improvisaient. Paul est attiré par l'esprit rebelle de John et ne peut s'empêcher d'être impressionné par son attitude plus âgée et insouciante. Leur amour commun de la musique les a rapprochés, et Paul a même démontré ses talents en jouant quelques tubes de rock and roll avant le spectacle nocturne des Quarrymen. Les garçons ont été tellement impressionnés par le jeu de guitare et le chant de Paul qu'ils l'ont invité à rejoindre le groupe sur le champ. Il s'agissait d'une invitation occasionnelle, mais elle a marqué le début d'un partenariat musical légendaire. Un autre membre des Quarrymen, Len Gary, s'est souvenu plus tard qu'il leur avait semblé, ce soir-là, que Paul auditionnait pour eux. Il a joué quelques accords à la guitare et, bien qu'il ne sache pas qu'il était gaucher, ils ont réalisé qu'il était naturel. 2 semaines plus tard, Pete Shotton, un autre membre du groupe, a croisé Paul alors qu'il faisait du vélo à Woolton. Il invite officiellement Paul à rejoindre les Quarrymen, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Très vite,
Paul fait ses débuts avec les Quarrymen lors d'une soirée organisée au Conservative Club. À cette époque, le son du groupe s'éloigne du skiffle pour se rapprocher du rock and roll, ce qui entraîne le départ de certains des membres originaux, comme Pete Shotton et Rod Davis. Tante Mimi n'est pas vraiment ravie des nouveaux amis de John. Elle pense qu'ils appartiennent à une classe sociale inférieure et les méprise chaque fois qu'ils viennent en visite. Le père de Paul n'aime pas beaucoup John non plus, car il le considère comme un influenceur. C'est au cours de ces jam sessions que John écrit sa première chanson, Hello Little Girl, qui deviendra plus tard un tube pour un autre groupe en 1963, pour John. Les Quarrymen sont plus qu'un simple groupe. Ils étaient sa bouée de sauvetage. Ils lui ont donné un sentiment d'appartenance et un endroit où s'exprimer. Ils étaient ses amis, ses collaborateurs et son échappatoire aux défis de la vie quotidienne. Les Quarrymen évoluent et bientôt 2 autres membres rejoignent le groupe. Paul recommande son ami George Harrison, un guitariste talentueux, et Stuart Sutcliffe, un camarade de classe de John à l'école d'art, rejoint le groupe en tant que bassiste. Il est intéressant de noter que c'est Stuart qui a eu un impact significatif sur la croissance et la transformation personnelle de John. John commence à s'intéresser aux livres, en particulier aux écrivains beatniks qui deviennent populaires en Grande-Bretagne. Il commence même à s'intéresser davantage à ses études. Et l'artiste italien Amadeo Modigliani devient sa nouvelle idole, au même titre qu'Elvis Presley. Mais c'est son ami Stuart Sutcliffe qui a vraiment changé John. Stuart était un artiste très talentueux et John l'admirait beaucoup. Il pensait que Stuart pourrait un jour être aussi célèbre que Picasso. Stuart faisait partie de la scène artistique bohème et cool de Liverpool. Et John voulait aussi faire partie de ce monde. Mais il se sentait toujours comme un enfant normal de la classe ouvrière de la banlieue. Pourtant, Stuart et lui sont devenus de bons amis, même si John a parfois attiré des ennuis à Stuart, par exemple en le saoulant et en déclenchant des bagarres dans les pubs. Malgré cela, John a vu quelque chose de spécial en lui. Il le persuade d'utiliser l'argent qu'il a gagné en vendant un tableau pour acheter une guitare basse et rejoindre le groupe. Ce fut un tournant pour le groupe et, au début de l'année 1960, ils devinrent officiellement les Beatles. Et vous savez quoi? C'est Stuart qui a eu l'idée du nom. Le groupe commençait à prendre sa musique plus au sérieux, et il était temps de choisir un nom cool. À l'origine, il pensait aux Silver Beatles, mais John avait une autre idée. Il a suggéré The Beatles, avec un A, pour que le nom ressemble aussi au mot beat. En 1960, ils ont eu une grande opportunité. Une invitation à jouer à Hambourg, en Allemagne, pendant 48 jours d'affilée. Ils avaient besoin d'un batteur pour le voyage, et ils ont trouvé un certain Pete Best, qui correspondait parfaitement à leur son. Mimi, la tante de John, est très inquiète lorsqu'elle apprend la nouvelle du concert à Hambourg. Elle le supplie de continuer à étudier et de se concentrer sur son art. Mais John ne veut rien entendre. Hambourg a la réputation d'être une ville sauvage et dangereuse, où règne le vice et le crime. C'est un monde à part de Liverpool, mais cela n'effraie pas John. C'était un esprit libre et il aimait l'idée d'aventure. Ils partent donc pour Hambourg, où ils resteront plus de 2 ans, jouant dans divers clubs tels que l'Indra Club, le Kaiserkeller, le Top Ten Club et le Star Club. Le séjour de 48 jours des Quarrymen à Hambourg s'est transformé en un marathon de concerts, les résidences se succédant les unes aux autres. Ils jouent nuit après nuit dans des clubs enfumés, dorment dans des loges exiguës et traversent même la rue pour se rendre au cinéma afin d'utiliser les toilettes. Cet emploi du temps ininterrompu leur a permis d'affiner leurs compétences et de peaufiner leur son, jusqu'à ce que John, Paul et George puissent pratiquement lire dans les pensées des uns et des autres sur scène. Hambourg ne se résume cependant pas à la musique. C'est une ville sauvage et excitante, et John, comme beaucoup d'autres, expérimente des drogues comme le perludin pour suivre les concerts nocturnes. De retour à Liverpool, la vie personnelle de John évolue également. Il a épousé son amour d'université, Cynthia Powell, à l'âge de 21 ans. Cynthia avait été présente dès le début, assistant au premier concert du groupe et se rendant même à Hambourg avec la petite amie de Paul pour rendre visite aux garçons. Mais elle n'a pas toujours été à l'aise avec les manières sauvages et l'allure rebelle de John.
Lorsqu'elle a découvert qu'il était amoureux de la célèbre actrice française Brigitte Bardot, elle s'est même teint les cheveux en blond pour essayer de l'impressionner. Une fois, il a demandé à Cynthia de sortir avec lui, mais lorsqu'elle lui a dit qu'elle était fiancée, il l'a engueulée en plaisantant. John pouvait être jaloux et possessif, et sa colère effrayait parfois Cynthia. Une fois, alors qu'ils sortaient ensemble, un garçon est allé jusqu'à frapper Cynthia parce qu'il l'avait vue danser avec Stuart, ce qui l'a amené à rompre avec John pendant un certain temps, mais il a fini par s'excuser et ils se sont remis ensemble. Il était encore parfois méchant avec elle, mais il ne l'a plus jamais frappée. Des années plus tard, John a admis qu'il avait l'habitude d'être cruel avec les femmes, tant verbalement que physiquement. Il disait qu'il ne pouvait pas s'exprimer correctement. Alors il avait recours à la violence. En juillet 1962, Cynthia tombe enceinte et John insiste pour qu'ils se marient. Le mariage se déroule dans le calme et le témoin est son manager, Brian Epstein. Mais il s'agit d'un mariage secret, car Brian craint que les fans n'apprécient pas qu'un Beatle se marie. À cette époque, les Beatles deviennent incroyablement populaires au Royaume-Uni. Et Julian, le fils de John, naît en avril 1963, alors que le groupe est en tournée. John n'a pu voir son bébé que 3 jours plus tard. Au début, John était réticent à l'idée de s'habiller de façon fantaisiste et de se comporter comme un professionnel sur scène. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que cela signifiait plus d'argent pour le groupe, il a changé d'avis et a déclaré ainsi, avec un nouveau manager et un nouveau look. Les Beatles étaient prêts à conquérir le monde. Mais il y a eu un autre changement dans la composition du groupe. Stuart Sutcliffe décide de rester à Hambourg avec l'amour de sa vie, et Paul McCartney devient bassiste. Avec le départ de Pete Best et l'arrivée de Ringo Starr comme nouveau batteur, la formation définitive des Beatles est établie. Le Quatuor de Liverpool connaîtra une gloire et un succès incroyables au cours des 8 années suivantes. Mais saviez-vous que John Lennon avait l'habitude d'utiliser différents noms, surtout à ses débuts? Il se faisait appeler Dr. Winston O'Boogie, Booker Table et même Captain Kundalini. Pendant ce temps, à Hambourg, John écrit toujours des lettres à Stuart, qui a des problèmes de santé. Il a des maux de tête, des troubles du sommeil et ne se sent pas bien. Malheureusement, en avril 1962, Stuart meurt subitement d'une hémorragie cérébrale. C'est un coup dur pour John, qui apprend la nouvelle lorsque les Beatles arrivent à Hambourg quelques jours plus tard. Après avoir joué un soir à Hambourg, John laisse enfin libre cours à ses émotions. Il s'est enivré lors de l'after party et a commencé à être grossier avec tout le monde. Il a le cœur brisé par la perte de Stuart, son meilleur ami et partenaire créatif. Cela lui rappelle les souvenirs douloureux de la perte de sa mère, et il n'a personne d'autre avec qui partager ses idées folles. Malgré cette tristesse, les Beatles poursuivent leur route. Leur premier single, Love Me Do, sort en octobre 1962 et connaît un grand succès au Royaume-Uni. Puis, en février 1963, ils enregistrent leur premier album, Please Please Me, en seulement 10 heures. John était alors enrhumé, ce qui se ressent dans sa voix sur la dernière chanson enregistrée ce jour-là, Twist and Shout. John et Paul ont écrit ensemble la plupart des chansons de l'album, mais John n'avait pas encore développé son style unique d'écriture des paroles. Il a déclaré qu'il se contentait d'écrire des chansons pop et qu'il ne pensait pas trop aux paroles. L'album a connu un énorme succès et est resté longtemps en tête des hit parades. Le single Please Please Me a également atteint la première place des charts, et le groupe est devenu encore plus populaire. Paul McCartney a déclaré plus tard que les autres Beatles considéraient John comme leur propre Elvis Presley. Les Beatles partent en tournée et donnent des concerts partout. John avait toujours une petite blague, et il a même fait un commentaire amusant lors d'un concert pour la Reine-Mère et d'autres VIP. Il a dit au public, « Pour notre prochaine chanson, j'aimerais vous demander votre aide. Pour les personnes qui occupent les places les moins chères, tapez dans vos mains. Aidez les autres, si vous voulez bien faire teinter vos bijoux. » Il n'avait pas peur d'être un peu insolent, même devant la royauté. La célébrité des Beatles explose au Royaume-Uni et, en février 1964, ils font leurs débuts historiques au Ed Sullivan Show aux États-Unis. L'événement, suivi par des millions de téléspectateurs, marque le début de leur conquête mondiale.
Les 2 années suivantes sont un tourbillon de tournées, d'écriture de nouvelles chansons et même de tournage d'un film. Pendant ce temps, John trouve le temps d'écrire 2 livres, Le Cien de Spanish in the Works. Le premier est un recueil de poèmes et d'histoires drôles accompagnés des dessins de John. Il était rempli de blagues idiotes et de mots absurdes, un peu comme dans Alice au pays des merveilles. Le livre a connu un énorme succès et s'est vendu à de nombreux exemplaires rien qu'au Royaume-Uni. Les gens ont adoré les jeux de mots et l'ont comparé aux œuvres du célèbre auteur James Joyce. Le deuxième livre, A Spaniard in the Works, un espagnol dans le travail, est sorti en 1965, et était similaire au premier, plein d'histoires et de dessins idiots. Il n'a pas été aussi populaire que le premier, mais c'est tout de même bien vendu. Ces livres, publiés au plus fort de la Beatlemania, ont montré à tout le monde que John était le plus intelligent du groupe et ont contribué à rendre les musiciens pop plus respectés. Au cours de l'été 1964, les Beatles ont joué dans un film intitulé A Hard Day's Night. Il s'agit d'un film amusant et drôle montrant une journée dans la vie du groupe alors qu'ils se préparent pour une grande émission de télévision. Les fans ont adoré le film et il a été un grand succès au box-office. Les critiques ont même dit que le film avait influencé d'autres comédies et films d'espionnage réalisés à la fin des années 1960. Mais le tournage n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments drôles, comme lorsque John et Paul ont échangé leurs rôles lors d'une scène où John était censé se mettre en colère contre Paul. Il ne pouvait s'empêcher de rire, et il a fallu 12 prises pour y parvenir. Mais le tournage a également été une période sérieuse pour John. Il rencontrait son père pour la première fois depuis 17 ans. Ce fut une rencontre brève et gênante dans le bureau du manager du groupe, qui se termina par une frustration de John qui demanda à son père de partir. Un an plus tard, en 1965, les Beatles sortent un autre film intitulé Help. Cette fois, il s'agit d'une comédie d'aventure dans laquelle le groupe tente de protéger Ringo d'un savant fou qui veut sa bague. Le film a été un succès et a même été projeté en avant-première devant des membres de la famille royale, comme la princesse Margaret. Certains disent que Help a même influencé la façon dont les clips musicaux sont réalisés aujourd'hui. Le groupe a également sorti la bande originale du film en tant que 5e album. C'est également l'année où les Beatles ont été honorés par la reine d'Angleterre, en devenant membres de l'Ordre de l'Empire. Un véritable saut d'approbation royale. Mais à mesure que la célébrité des Beatles grandit, le chaos s'installe. John commence à s'inquiéter du fait que ses fans n'entendent même pas la musique lors des concerts. Tant ils crient fort, le groupe doit jouer plus fort, mais cela signifie que le son n'est pas aussi bon. En fait, la chanson Help reflète ce que John ressentait à l'époque. Il était accablé et avait même pris du poids, ce qu'il appelait sa période de gros Elvis. Il était à la recherche d'un changement, et ce changement allait survenir d'une manière inattendue. Un soir, lors d'un dîner, John et George reçoivent à leur insu du LSD, une puissante drogue hallucinogène légale à l'époque. Après leur expérience avec le LSD, les garçons ont reçu l'ordre de ne pas bouger, mais ils n'ont pas pu résister à l'envie de s'aventurer à l'extérieur. Dans l'ascenseur d'une boîte de nuit, ils ont paniqué, pensant qu'il y avait le feu. Cette expérience sauvage a démontré les effets imprévisibles de la drogue. Malgré le succès massif des Beatles, John Lennon s'est toujours distingué du reste du groupe. Il était connu pour ses opinions franches et sa nature rebelle, ce qui lui valait parfois des ennuis. En 1966, John a fait un commentaire controversé lors d'une interview, déclarant que les Beatles étaient plus populaires que Jésus. Cette déclaration a fait grand bruit, surtout aux États-Unis, où des gens ont brûlé des disques des Beatles et ont même menacé John de mort. Cette controverse a contribué à la décision du groupe d'arrêter ses tournées en Amérique. Après leur dernier concert en 1966, John accepte un nouveau défi, jouer dans un film intitulé How I Won the War, Comment j'ai gagné la guerre. Il s'agit d'un film drôle mais sombre sur la guerre, et c'est le premier et le seul rôle non musical de John. Pour ce rôle, il s'est même coupé les cheveux, abandonnant sa coupe au carré si caractéristique. Il a également commencé à porter des lunettes rondes pendant le tournage, ce qui l'aidait à mieux voir, car il était très myope. Ces lunettes,
considérés comme démodés à l'époque, deviendront plus tard emblématiques et seront connus sous le nom de lunettes de John Lennon. Une photo de John dans le rôle de Gripweed a été publiée dans de nombreux magazines, notamment en couverture du premier numéro du magazine Rolling Stone. Pendant le tournage en Espagne, John s'ennuyait et son compagnon de groupe Ringo Starr est venu passer du temps avec lui. Cette expérience a été un changement rafraîchissant pour John, qui commençait à se sentir isolé par rapport à son rôle habituel de Beatle. Sur le plateau de How I Won the War, il n'était qu'un acteur parmi d'autres, traînant avec l'équipe et les autres membres de la distribution. En Espagne, John et Cynthia ont loué une villa avec Michael Crawford et sa femme. Les portes en fer et les jardins luxuriants de la villa rappellent à John un endroit appelé Strawberry Field, un jardin de l'armée du salut situé près de l'endroit où il a grandi. Ce souvenir lui a inspiré la chanson Strawberry Fields Forever, l'une des chansons les plus célèbres et les plus expérimentales des Beatles. En novembre 1966, John rejoint les Beatles pour enregistrer de nouvelles chansons. Il commence à prendre régulièrement du LSD, et certains pensent que cela l'a changé. John lui-même a déclaré que le LSD était comme une découverte de soi, mais qu'il fallait la chercher pour la trouver. Les Beatles sortent Strawberry Fields Forever en single, qui est un énorme succès. Ils sortent ensuite l'album historique Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui connaît un grand succès et se classe en tête des hit parades au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le style d'écriture de John Lennon commence à changer considérablement à cette époque. Au lieu de simples chansons d'amour, ses textes deviennent plus complexes et suggestifs. Certains se demandent si la consommation de drogue, telle que le LSD, n'a pas influencé ce changement créatif. L'été 1967 est une période particulière pour les Beatles et pour le monde. Les gens sont fatigués de la guerre et de la violence, et un mouvement appelé l'été de l'amour voit le jour. Quelques 100 000 jeunes se sont rassemblés à San Francisco, partageant leur amour de la musique, de la paix et de la liberté. John Lennon a capturé l'esprit de ce mouvement avec sa chanson All You Need Is Love. Les Beatles l'ont interprétée lors d'une diffusion télévisée mondiale et elle est devenue un énorme succès. Ce simple message de paix et d'amour a trouvé un écho dans le monde entier. Après cela, les Beatles ont commencé à prendre moins de LSD et se sont même prononcés publiquement contre. Au lieu de cela, ils ont adopté une nouvelle pratique spirituelle appelée méditation transcendantale, enseignée par Maharishi Mahesh Yogi. Ils ont même assisté à une session de formation au pays de Galles pour en savoir plus. Mais John luttait toujours contre ses démons intérieurs et continuait à consommer des hallucinogènes de temps en temps pour essayer de trouver un peu de paix et de clarté. C'est au cours d'une de ces séances de méditation que le groupe apprend la mort de son manager, Brian Epstein. C'est une autre grande perte pour eux, mais John, qui a déjà beaucoup souffert dans sa vie, semble le prendre plus durement. Il sait que sans Brian, les choses ne seront plus jamais les mêmes pour les Beatles. Malgré le succès grandissant des Beatles, John commence à s'éloigner un peu des gens, même de Cynthia. Il ne semble se lier qu'avec les membres de son groupe, avec lesquels il existe une entente tacite. Cynthia, lui, a un jour demandé s'il pouvait partir en vacances en famille, mais John était trop concentré sur sa musique. Cynthia comprenait sa passion, mais était frustrée de n'avoir jamais poursuivi sa propre carrière. John aimait Cynthia et son fils Julian, mais il était de plus en plus absorbé par son travail sur le nouvel album des Beatles. En février 1968, les Beatles se rendent en Inde pour étudier avec un chef spirituel nommé Maharishi Mahesh Yogi. John est particulièrement intéressé par cette expérience, espérant y trouver une certaine paix intérieure. C'est là qu'ils écrivent la plupart des chansons de leur prochain album, le fameux White Album. Mais les choses sont sur le point de changer pour John. Avant le voyage en Inde, Cynthia est tombée sur des lettres entre John et Yoko Ono, une artiste qu'il avait rencontrée à Londres. John avait été intrigué par l'art de Yoko, même s'il n'était pas à l'origine un fan de l'art conceptuel. Il a essayé de minimiser son intérêt en disant qu'elle n'était qu'une artiste excentrique à la recherche de soutien. Mais secrètement, ils ont échangé des lettres et des coups de téléphone comme des fous. En Inde, John est allé jusqu'à insister pour avoir une chambre à coucher séparée,
sous prétexte qu'il avait besoin de méditer seul. Mais en réalité, chaque matin, il vérifiait anxieusement le courrier pour voir s'il y avait des lettres de Yoko. À leur retour d'Inde, John avoue à Cynthia dans l'avion qu'il a fréquenté des milliers de femmes dans le monde entier. C'est un coup dur pour Cynthia, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour le soutenir. Les choses ont atteint leur paroxysme lorsque Cynthia est rentrée plus tôt que prévu de vacances en Grèce pour trouver John et Yoko assis ensemble à la maison. Un peignoir. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ils divorcent plus tard dans l'année. Pendant cette période tumultueuse, les Beatles sont occupés à créer une nouvelle société appelée Apple Corp. Mais certains médias se moquent de cette chanson, estimant qu'elle n'est pas assez forte. Malgré les critiques, les Beatles continuent à repousser les limites. En novembre 1968, ils sortent le White Album, un double album qui est un énorme mélange de différents styles de musique, du folk et du blues à l'expérimental et à l'avant-garde. C'est un succès critique et commercial, salué comme l'un des plus grands albums de tous les temps. À la fin de l'année 1968, la nouvelle entreprise des Beatles, Apple Corp, est en difficulté. La consommation excessive de drogues de John et son obsession croissante pour Yoko Ono, associés aux désaccords du groupe sur la manière de gérer l'entreprise, montrant clairement qu'ils ont besoin d'une aide professionnelle. La relation entre John et Yoko ne cesse de se renforcer et ils se marient le 20 mars 1959. Ils ont même publié une série d'œuvres d'art intitulée Bag One, montrant des scènes de leur lune de miel. En septembre 1969, John Lennon quitte officiellement les Beatles. Il avait accepté de garder le secret pendant un certain temps, mais Paul McCartney l'a révélé lorsqu'il a sorti son premier album solo en avril 1970. John est furieux, estimant que Paul lui vole la vedette. Il dira plus tard, « J'ai créé le groupe, je l'ai dissous. » C'est aussi simple que cela. La carrière solo de John démarre fort avec son premier album, John Lennon, Plastic Ono Band, 1970, Les critiques l'adorent. Mais ce n'est pas un grand succès commercial. L'album était très personnel, avec des paroles crues sur son enfance et ses luttes. Une chanson, Mother, est un regard déchirant sur son sentiment d'abandon lorsqu'il était enfant. Une autre chanson, Working Class Hero, est une critique acerbe de la société et contient même des jurons que les stations de radio n'aiment pas. En 1971, Coma John s'est engagé dans l'activisme politique. Il a écrit une chanson intitulée Power to the People après une conversation avec un révolutionnaire nommé Tariq Ali. Cette chanson était plus agressive que sa précédente chanson anti-guerre, Revolution. Mais John a admis plus tard qu'il n'aimait pas vraiment Power to the People et qu'il l'avait écrite parce qu'il se sentait coupable et qu'il voulait l'approbation de radicaux comme Ali. John a également participé à une manifestation de soutien au magazine Oz, accusé d'obscénité. Il a qualifié toute cette affaire de fascisme dégoûtant et a sorti une chanson avec Yoko Ono pour soutenir le magazine. En 1970 et 1971, John et Yoko ont suivi une sorte de thérapie appelée thérapie primale. Elle est censée les aider à surmonter les souffrances émotionnelles de leur enfance, mais elle est très intense et ils doivent retourner en Angleterre à l'expiration de leur visa. En 1960 et 11, John Lennon voulait que son prochain album, Imagine, soit un grand succès. Il voulait que la musique soit plus accueillante pour tout le monde. Les gens disaient que la chanson-titre était devenue très populaire pour dire non aux guerres. Mais une autre chanson intitulée How Do You Sleep parlait de Lennon et Yoko Ono se disputant avec Paul McCartney. Dan's Jealous Guy. Lennon s'excuse de maltraiter les femmes et dit que c'est parce qu'il manque de confiance en lui depuis longtemps. En 1982, Lennon réalise un autre album intitulé Sometime in New York City et travaille avec un groupe appelé Elephant Memory. Les chansons parlent des droits des femmes, de la race et des problèmes de Lennon avec le gouvernement. La plupart des gens n'aiment pas ça, et Lennon non plus. Les deux hommes organisent des concerts pour venir en aide aux pensionnaires d'une institution pour handicapés mentaux. Après cela, Lennon a donné ses derniers grands concerts.
Après la défaite de George McGovern aux élections présidentielles de 1972 face à Richard Nixon, Lennon et Ono assistent à une veillée funèbre post-électorale chez l'activiste new-yorkais Jerry Rubin. Lennon est déprimé et se saoule. Il laisse Ono dans l'embarras après avoir fait l'amour avec un homme et Yoko décide de faire une pause. John appellera plus tard cette période de 18 mois son « week-end perdu », en référence à un film sur un homme qui prend une cuite. Pendant cette période, John a vécu à Los Angeles et à New York avec sa nouvelle petite amie, May Pang. Mind Games est sorti en novembre 1973, mais n'a pas connu le même succès que certaines de ses œuvres précédentes. Il est intéressant de noter que John a également contribué à l'album de Ringo Starr avec une chanson intitulée « I'm the Greatest », ce qui constitue une rare occasion pour trois anciens Beatles, Lennon, Harrison et Starr, d'enregistrer ensemble après la dissolution du groupe. Mais les choses commencent à se compliquer au début des années 74, car John boit à l'excès et a des problèmes avec son ami Harry Nilsson. Un soir, dans un club appelé Troubadour, John s'est mis une compresse sur le front et s'est battu avec une serveuse. Quelques semaines plus tard, lui et Nilsson sont expulsés du même club pour avoir chahuté les Smothers Brothers.